Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 3 novembre 2024 et depuis mars 2021, c'est la première fois que je publie sur ma chaîne YouTube une vidéo qui concerne l'escroquerie criminelle du covidisme. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le covidisme, eh bien, c'est une idéologie mensongère et criminelle qui a gangrené la France et d'autres pays européens et d'autres pays dits développés pendant presque 3 ans, de début 2020 à fin 2022. Et cette escroquerie criminelle nous a fait croire, à la quasi-totalité de la population, nous a fait croire que le nouveau coronavirus chinois était une maladie extrêmement mortelle qui allait presque décimer l'Europe et la population mondiale comme la peste noire avait décimé l'Europe au XVIe siècle, qui nous a fait croire qu'il n'y avait pas de médicaments largement répandu et largement connu pour traiter facilement et rapidement cette maladie, qui nous a fait croire qu'il y allait avoir des vaccins salvateurs qui allaient pouvoir être fabriqués en quelques mois, qui nous a fait croire que ces pseudo-vaccins anti-Covid étaient sûrs et efficaces, 90%, notamment le Pfizer, qui nous a fait croire que c'était pour la santé de la population, que la population devait rester enfermée, confinée, emprisonnée chez elle pendant des mois, qui aussi a piétiné nos libertés et nos droits, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, qui aussi a provoqué un coup de force de la Commission européenne dirigée par cette individu délinquante qui s'appelle Ursula von der Leyen et qui donc a fait le coup de force d'acheter des millions de doses avec des millions d'euros qui auraient pu servir à lutter contre la pauvreté, notamment pour acheter des prétendus vaccins à des firmes pharmaceutiques qui avaient auparavant été largement condamnées, comme par exemple Pfizer, et surtout, ah oui, j'oubliais aussi, dans cette tyrannie covidiste, il y a eu le refus de transparence absolue de comptabiliser les effets indésirables et les décès, et quand il y a eu quand même une certaine diffusion de ces effets indésirables et de ces décès, eh bien l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a tout fait pour que la diffusion de ces informations soit la plus réduite possible. Et le dernier effet dévastateur de cette escroquerie criminelle du covidisme pendant donc ces 3 années, 2020, 2021, 2022, et c'est une chose qui m'a moi, énormément choquée puisque je suis professeure enseignante depuis 33 ans, c'est la maltraitance institutionnelle de 12 millions d'élèves dans les établissements scolaires, puisque le gouvernement et les merdias de grand chemin et des autorités médicales corrompues ont fait croire que c'était les enfants qui étaient le vecteur principal de ce nouveau coronavirus chinois, ce qui est totalement faux. Voilà, donc c'est ça l'escroquerie criminelle du covidisme. Alors, comme il y a eu sur YouTube, à partir donc du printemps 2020, comme il y a eu une censure effrénée pour fermer la bouche des alerteurs et des personnalités critiques qui justement démontraient quand même des failles, voire des mensonges dans cette idéologie du covidisme, eh bien la plupart des alerteurs et des critiques ont dû se replier sur une autre plateforme de diffusion de vidéos qui s'appelle Odysée. Et donc j'ai fait pareil lorsque je me suis aperçue en mars 2021 que la première petite vidéo que j'avais publiée, c'était pour annoncer une marche des libertés à Châlons-en-Champagne, préfecture du département de la Marne. Donc une demi-heure après que j'ai publié cette petite capsule d'annonce, eh bien la vidéo a été supprimée. Donc moi aussi je me suis rabattue sur Odysée et ma chaîne Canal Jacques sur Odysée sert en quelque sorte d'archive de ma résistance au covidisme. Et donc notamment en 2022, grâce à mes camarades Julie et Lilou qui avaient plusieurs pages dans les réseaux sociaux, eh bien j'ai fait une 50aine de directs. Et j'ai voulu donner la parole aux citoyennes et citoyens de base qui luttaient sur le terrain contre l'idéologie malsaine et criminelle du covidisme. Donc ces 50 directs sont toujours sur ma chaîne YouTube et je les garde comme archive. Voilà. Mais heureusement, l'idéologie covidiste, elle existe toujours. Hein. Mais en tout cas, la tyrannie covidiste, elle s'est terminée fin 2022 et actuellement sur YouTube, il n'y a quasiment
quasiment plus de censure si on veut parler du covidisme. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup parce que une grande partie de la population veut tourner la page, croit que c'est terminé, ce qui n'est pas vrai, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de publications actuellement sur YouTube. Donc je vais bien voir avec la vidéo que je publie aujourd'hui, je vais bien voir s'il y a encore une censure. Je voulais aussi publier cette vidéo parce que, comme vous le savez, la devise de ma chaîne, c'est droit, justice et liberté. Et donc je voulais rendre hommage à 7 citoyennes et citoyens qui ont lutté et qui continuent à lutter pour justement faire advenir la vérité sur cette escroquerie criminelle du covidisme. Et ces 7 citoyennes et citoyens ne sont pas français. Ils et elles sont néerlandais. Alors, j'ai découvert grâce à François, qui a été le seul média indépendant pendant la tyrannie covidiste à vouloir dire la vérité. C'est bien pour ça qu'il a été attaqué à la fois par le gouvernement et par les médias vendus de grand chemin. Donc, grâce à un article de François, j'ai découvert qu'il y avait eu en juillet 2023 7 citoyennes et citoyens néerlandais qui s'était tourné vers une association, une fondation néerlandaise qui s'appelle Recht op Recht, et il s'était tourné donc vers cette association pour déposer une assignation devant un tribunal civil aux Pays-Bas. Donc cette assignation a été déposée devant le tribunal civil de Leeuwarden, dans une des provinces des Pays-Bas qui s'appelle la province de la Frise, dans le nord des Pays-Bas. Et donc, cette assignation, cette plainte civile, eh bien, elle a 3 originalités majeures par rapport à d'autres recours ou d'autres plaintes qui ont été déposées en France ou en d'autres pays européens. Premièrement, donc, c'est une plainte civile pour réparer des torts faits à ces 7 citoyennes et citoyens. Donc, c'est un double tort qui leur a été fait. Premièrement, les 7 personnes disent qu'elles ont été trompées, qu'elles ont été induites en erreur pour se faire injecter les prétendus vaccins anti-Covid qui ne sont que des poisons géniques expérimentaux. Et deuxièmement, le deuxième tort qui leur a été fait, c'est qu'il en est résulté, après les injections que ces personnes ont accepté de faire, il en est résulté pour chacune de ces 7 personnes une maladie. Et malheureusement, l'une de ces 7 personnes est décédée des suites de sa maladie depuis que la plainte a été déposée en juillet 2023. Donc ça, c'est la première originalité, c'est une plainte civile pour réparer 2 torts, une tromperie et des dommages physiques. La deuxième originalité tient dans la nature des défendeurs. Alors les défendeurs ou défendresses, c'est en fait le nom c'est comme ça qu'on appelle les accusés. Donc, qui sont ces 17 accusés? Il y en a 17. Donc la première chose originale, c'est qu'il y a l'État des Pays-Bas. L'État des Pays-Bas est une personne morale et c'est un des 17 accusés. Et les 16 autres accusés sont des personnes physiques. Et dans ces 16 accusés, eh bien, il y a 14 personnalités des Pays-Bas, que ce soit des personnalités de la politique, du gouvernement des Pays-Bas de l'époque, ou des personnalités du milieu médiatique, ou des personnalités du milieu médical. Mais l'originalité là aussi, c'est qu'il y a 2 personnalités internationales que les gens qui ont résisté au covidisme connaissent très bien. Donc d'une part, il y a Albert Bourla, qui est le directeur général de la firme pharmaceutique Pfizer, et d'autre part, il y a William Henry Gates, 3e du nom, qui est bien sûr le célèbre philanthrope milliardaire et légèrement mégalomane, qui s'appelle Bill Gates. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième originalité de ce procès, c'est la nature des accusés. Et la troisième originalité, et très grande originalité, très importante, c'est le lien que font les deux avocats de la fondation, donc Recht op Recht, le lien que font ces 2 avocats entre, premièrement, la tromperie qui a été faite, qui a été organisée par un groupe international, et un autre projet qui est porté par un groupe international et qui est le projet du Great Reset, c'est-à-dire de la grande réinitialisation. Donc si vous n'avez pas lutté contre le covidisme, à mon avis, vous ne connaissez pas ce projet. Mais il existe bel et bien. Il existe parce qu'il a été explicité en juillet 2020 dans ce livre que vous voyez à l'écran, qui est un livre qui a été écrit par Klaus Schwab. Et le titre, vous voyez, c'est Covid-19, la grande réinitialisation, Great Reset. Donc Klaus Schwab, c'est un personnage connu, très malsain, qui a créé le Forum économique mondial
le FEM ou WEF en anglais, qu'on appelle aussi Forum de Davos, parce que chaque année, les participants, les membres ou les invités de ce forum se réunissent dans la ville de Davos en Suisse. Et pourquoi est-ce que c'est un groupe international qui porte ce projet? Parce que dans les statuts du FEM, eh bien, il est dit que c'est un regroupement, une réunion de chefs d'entreprise, de dirigeants économiques et de dirigeants politiques qui ont pour but d'améliorer la situation du monde. Et comment améliorer la situation du monde? Eh bien, en faisant advenir un certain nombre de réformes sociales. Et donc, dans le livre Covid-19, Great Reset, que nous dit Klaus Schwab? Eh bien, il nous dit qu'il faut justement profiter de cette catastrophe mondiale du Covid-19 pour mettre en place des réformes très très importantes et au cœur des sociétés afin de transformer ces sociétés vers un avenir meilleur. Donc voilà la troisième originalité de cette assignation civile qui a été portée par 7 citoyennes et citoyens des Pays-Bas et par la fondation Recht op Recht, c'est qu'il y a un lien entre la tromperie organisée, délibérée pour injecter massivement dans la population des prétendus vaccins anti-Covid et le projet social, de réforme sociale, de modification sociale qui s'appelle Covid-19, la grande réinitialisation. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire découvrir à la fois ce procès et puis les 2 avocats de la fondation Recht op Recht qui justement vont mener ce procès, je l'espère, avec une issue heureuse, c'est-à-dire avec la condamnation des 17 accusés. Alors, ce que vous allez voir maintenant, c'est une entrevue qui a été faite le 4 septembre 2024 par un média indépendant néerlandais qui s'appelle DVO. Et littéralement, ça veut dire la télévision de la liberté. Et donc, le journaliste de DVO s'entretient avec les 2 avocats de la fondation Recht op Recht qui s'appellent Arno van Kessel et Peter Stassen. Et donc, cette entrevue a eu lieu début septembre avant que ne se déroule au tribunal de Leeuwarden dans la province de la Frise, dans le nord des Pays-Bas, que ne se déroule une audience importante. L'un des défendeurs, je vous l'ai dit, s'appelle Bill Gates. Et Bill Gates n'est pas néerlandais, il est états-unien. Et donc Bill Gates, pour éviter d'être obligé de comparaître devant ce tribunal, il a dit que non, moi je suis états-unien et puis le tribunal est néerlandais et puis donc le tribunal n'est pas compétent pour m'obliger à comparaître et pour me juger. Donc, cette question de la compétence du tribunal de Leeuwarden devait être jugée avant que le tribunal ne puisse s'attaquer au fond de la procédure. Donc c'est ce qu'on appelle une procédure incidente, une procédure annexe. Donc l'audience du 18 septembre 2024, où normalement Bill Gates devait venir avec son avocat, eh bien, elle devait justement entendre des plaignants et entendre Bill Gates, et le juge devait ensuite décider si oui ou non il était compétent pour obliger Bill Gates à participer à ce procès dans un tribunal néerlandais. Alors, donc la vidéo, vous allez voir les 2 avocats qui vous expliquent cela avec beaucoup plus de détails. Et pour connaître l'issue de cette audience, pour connaître le jugement du juge néerlandais, eh bien je vous invite à regarder, à lire les 2 articles que j'ai publiés dans le site de réinformation Profession Gendarme. Parce que quand j'ai découvert, donc, par un article de François il y a 15 jours, quand j'ai découvert ce procès, évidemment, j'ai voulu rechercher beaucoup plus d'informations, je me suis documentée et j'ai écrit ces 2 articles en m'aidant d'autres articles qui étaient parus en anglais et en m'aidant aussi, et je tiens à lui rendre hommage, en m'aidant aussi de 2 vidéos qui ont été faites par une avocate française qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Maître X. Et chacune des vidéos de Maître X s'appelle les capsules juridiques de Maître X. Donc je lui rends hommage parce que je me suis énormément servi de la façon dont elle a expliqué le contenu de l'assignation. Et je vous invite donc maintenant à écouter les 2 avocats. Donc les 2 avocats vont parler en néerlandais. Il y a des sous-titres en anglais et moi justement j'ai fait le commentaire en français d'après les sous-titres en anglais et d'après aussi quelques mots néerlandais dont j'ai cherché la signification. Donc si cette vidéo vous plaît, eh bien partagez-la au maximum parce que vous allez voir que le désir de vacciner, d'injecter avec des faux vaccins la population européenne n'a pas disparu. Et donc, si vous avez des questions, eh bien mettez-les moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre.
Donc je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Ciao! En dan nu het DVO-nieuws met Charles de Rek. Arno, welkom opnieuw in onze DVO-studio. Peter et Arnaud, bienvenue dans notre studio DVO Télévision Liberté. Notre dernière entrevue remonte au début de novembre 2023 et c'est le 22 novembre 2023 que votre procédure a formellement commencé devant le tribunal de Leeuwarden dans la province de Friesland. Peter, que doit-il maintenant se passer dans la procédure au fond? Oui Charles, le 22 novembre 2023, les avocats de tous les défendeurs, c'est-à-dire les accusés, se sont présentés devant le tribunal au nom de leurs clients. Tous les avocats ont demandé à la Cour, et cela leur a été accordé, un délai supplémentaire pour rédiger leur défense. Tous les défendeurs, sauf Bill Gates, ont produit par écrit des réponses substantielles avec leur ligne de défense. Le procureur du cabinet Pels-Rieken, qui défend l'État des Pays-Bas, des officiels du gouvernement et aussi l'envoyé spécial Corona Feike Subesma, a déposé ses conclusions en réponse. Comme c'était prévisible, il reprend le narratif officiel. Ce faisant, le procureur a dépeint nos clients comme des conspirationnistes et a suggéré que le narratif de nos clients pourrait servir à légitimer la production par un groupe de personnes de messages de haine en ligne, de menaces de mort ou pire encore. Selon le procureur, ceci pourrait au final miner notre état de droit démocratique. Les deux parties ou les deux camps sont donc diamétralement opposés dans leur vision d'une seule et même réalité, ce qui semble impossible. Oui, Peter, ce que tu dis est important pour saisir le véritable enjeu de cette procédure. Je voudrais souligner le fait que, dans une émission de Wakker Nederland op zondag, le 15 avril 2018, le major général en retraite et ancien membre du Sénat pour le parti VVD, donc le major Frans van Kappen, a déclaré, en tant qu'expert militaire, je cite, « Nous sommes en plein milieu d'une guerre de l'information. Nous assistons à une opération informationnelle. » Selon lui, il s'agit d'une opération stratégique très importante où les faits et les événements sont manipulés de telle façon que c'est une réalité préférentielle qui est imposée à notre propre population, à nos ennemis et au public du monde entier. Selon M. Van Kappen, c'est ce qui nous arrive et toutes les parties font cela. Je veux vraiment insister sur ce point. Nous sommes dans une période où sont lancées des opérations informationnelles, une guerre de l'information. Des opérations informationnelles? Oui, ça s'appelle comme ça aujourd'hui. C'est une activité d'importance stratégique qui consiste à manipuler des faits et des événements pour imposer à votre propre population, à votre ennemi et au monde entier une réalité préférentielle. Nous sommes en plein dans ce genre de guerre. Une réalité préférentielle? Oui, vous manipulez les faits et les événements de telle sorte que vous projetez une réalité préférentielle, une réalité télévisuelle. C'est cela que nous vivons. Et tous les camps font cela. En disant cela, le général Van Kappen reconnaît clairement qu'il existe une collaboration internationale entre des entités privées et des entités publiques. Et ce qui est crucial dans cette collaboration, c'est d'induire en erreur la propre population de chaque partie. Dans notre procédure, nous avons donné des preuves que ce qui est en jeu dans tout cela, c'est le projet Covid-19 Grande Réinitialisation, Good Reset. La tromperie de la population néerlandaise atteint un tel niveau que ce genre de remarques n'est même plus évité par les autorités officielles et les porte-paroles du gouvernement. Ce que dit Arnaud, c'est ce que nous avons toujours affirmé au nom de nos clients. C'est un projet international. Et pour que ce projet réussisse, la tromperie du public est cruciale. Et clairement, nos clients ont été trompés, car sinon, elle et il n'auraient jamais accepté
les injections anti-Covid-19. Pour nos Pour clients, il est clair que le projet Covid-19 Great Reset continue à pleine vitesse. Les exécutants de ce projet font tout leur possible pour continuer à tromper encore les gens dans le but d'injecter le plus possible de personnes avec de l'ARN messager. Et je veux rappeler à tout le monde la feuille de route des vaccinations de l'Union européenne, période 2018-2022, qui vise à fournir à chaque citoyenne et citoyen des pays de l'Union européenne un passeport vaccinal numérique. En 2023, une grande majorité d'États membres ont accepté le principe de la carte d'identité européenne numérique. Et je note que la secrétaire d'État au numérique néerlandaise Alexandra Van Huffelen a accepté d'introduire la carte d'identité numérique européenne sans aucun mandat du Parlement des Pays-Bas. Cette même carte d'identité numérique a été discutée lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en janvier 2024. Non seulement une délégation du cabinet néerlandais y est allée, mais la reine consorte des Pays-Bas elle-même, Maxima Zorreguieta, y était en tant qu'envoyée spéciale des Nations Unies. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur un concept qui s'appelle infrastructure publique numérique. Et selon les expériences que nous avons vues dans différents pays, il est important de suivre plusieurs étapes. L'une d'elles est l'identité numérique, la signature numérique. Ça, c'est important. Et même une législation sur les codes QR, c'est très important. Elle a déclaré pendant cette réunion, entre autres choses, que l'identité numérique serait bonne pour la santé et pour savoir qui était vacciné ou pas. C'est bon pour la santé aussi, pour savoir qui a sa vaccination et qui ne l'a pas. Et quand elle dit cela, la reine Maxima elle-même expose le mensonge et révèle que l'identité numérique est en réalité liée aux vaccinations. Pour nos clients, il est très clair que l'injection de vaccins à ARN messager est d'une grande importance pour le projet Covid-19 Great Reset. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous renvoie au document téléchargeable de la procédure sur le site internet de notre fondation et en particulier la pièce numéro 40, le rapport de sécurité de Pfizer du 30 avril 2021, intitulé « Analyse cumulative des effets indésirables post-AMM du Comirnaty Pfizer à la date du 28 février 2021 ». Ce rapport liste ce qu'on appelle les effets indésirables qui, selon Pfizer, résultent des injections à ARN messager. Et vous voyez que dans le tableau, vous avez la classe d'organes qui contient le plus grand nombre d'événements indésirables, plus de 2% des effets indésirables, ce sont les troubles généraux et les affections localisées. Dans ces troubles généraux, vous avez les troubles du système nerveux, les troubles musculo-squelettiques et des tissus conjonctifs, les troubles gastro-intestinaux, les affections cutanées et sous-cutanées, on va en parler, et les troubles respiratoires du thorax et d'autres infections. Dans l'annexe 1 du rapport, à la page 34, on trouve l'un de ces effets indésirables pour la peau qui s'appelle l'herpès zoster. C'est le nom latin du zona. Et beaucoup de professionnels de santé et de médecins ont déclaré que le herpès zoster ou zona était en fait la même chose que la variole du singe, monkeypox en anglais. Mais, le 14 août 2024, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la variole du singe était une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, le docteur Tedros Adhanom est en train de déclarer un des effets indésirables des injections à ARN messager comme une nouvelle pandémie. Peter, est-ce que ça ne serait pas une répétition du narratif du virus SARS-CoV-2 qui a causé cette maladie grave et mortelle du Covid-19 ? Eh bien, Charles, quand nous parlons du projet
Covid-19 Great Reset, ou grande réinitialisation. Nous parlons du projet qui a effectivement été lancé avec la soi-disant pandémie de Covid-19 et les soi-disant vaccins à ARN messager qui vont avec. Le projet trompeur de vaccination anti-Covid a commencé aux Pays-Bas le 6 janvier 2021. Au 5 octobre 2023, 72% de la population des Pays-Bas avait subi la première injection et 67% avaient eu les 2 premières injections. Maintenant, le projet entre dans une nouvelle phase. Ce qui se passe maintenant, c'est que des effets indésirables des injections anti-Covid-19 sont utilisés de façon trompeuse pour attaquer de nouveau la population avec l'arme de la peur et pour continuer à lui imposer une réalité préférentielle. Ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'il n'y a aucune preuve du bénéfice pour la santé des injections anti-Covid-19 à ARN messager. De sorte qu'on ne devrait pas parler des effets secondaires, mais bien des effets primaires. Ces injections pathogènes et mortelles d'ARN messager ont en fait réalisé ce pourquoi elles ont été créées. Si ces injections anti-Covid-19 n'ont pas été créées pour faire progresser la santé publique, alors nous devons conclure que nous sommes face à quelque chose de très différent. Ce ne sont pas seulement nos clients qui disent cela, mais aussi le très renommé juriste états-unien Francis Anthony Boyle, qui a rédigé la loi antiterroriste sur les armes biologiques en 1989. Cette loi devait mettre en œuvre aux USA la Convention des Nations Unies de 1975 sur l'interdiction des armes biologiques. Il parle d'une arme de guerre avec les propriétés du gain de fonction. La Food and Drug Administration, FDA, a été impliquée dans le développement du Covid-19, cette arme de guerre biologique offensive. Et aujourd'hui, où je vous parle, c'est encore la FDA qui a donné son accord pour tous les vaccins anti-Covid. Donc, ils ont aidé à développer l'arme et maintenant, ils approuvent ces soi-disant vaccins. L'agence du Pentagone, qui s'appelle DARPA, le programme de recherche avancée pour la défense, qui a imaginé et financé cette technologie à ARN messager, ces soi-disant vaccins qui vous donnent des protéines du Covid-19, ils injectent dans votre corps des particules d'une arme de guerre biologique offensive. Nous pouvons conclure que la continuation d'un narratif mensonger dans une réalité préférentielle imposée à la population continue sans résistance significative. La population ne résiste pas beaucoup. Le tribunal de district de Leeuwarden a la tâche historique de mener un examen exhaustif des faits relatifs au projet Covid-19 et au Great Reset, projet dont la réalité préférentielle est un élément important. Et il devra se consacrer pleinement à la recherche de la vérité, car nos clients veulent que cela soit débattu dans le tribunal. Oui, Peter, j'assume pleinement la gravité de la situation et on voit que ce scénario avance rapidement. On ne doit pas passer sous silence un événement récent, car la grande majorité de la population de l'Union européenne ne sait pas que cela évolue à toute vitesse et qu'il risque d'y avoir encore beaucoup de victimes des injections à ARN messager. La Commission européenne, sur laquelle, rappelons-le, les peuples européens n'ont aucune prise. La Commission européenne finance actuellement un projet très critiquable qui sera officiellement lancé en septembre 2024. C'est le projet nommé EVABECO, qui signifie Vaccination européenne au-delà du Covid-19. Son but est de fournir aux États membres des plans et des stratégies pour persuader la population d'accepter des injections à ARN messager régulièrement et même pendant toute la vie.
Un des 5 outils du projet EVA-BECO, c'est le passeport vaccinal numérique. Dans notre procédure, nous parlons du certificat numérique de vaccination COVID, qui est clairement le sens du mot COVID, Certification of Vaccination Identity. Donc, en septembre prochain, 7 pays européens, la Belgique, l'Allemagne, la Lettonie, la Grèce, le Portugal, la Pologne et le Luxembourg, vont tester et améliorer leur stratégie pour injecter régulièrement de l'ARN messager au plus grand nombre possible de personnes. Mais dans la réalité préférentielle, tout cela n'existe pas, bien sûr. Et donc, les médias de grand chemin ne parlent pas du projet EVA-BECO. Peter et Arnaud, on s'est un peu écarté de ma question initiale sur l'état de votre procédure. Quelle est la prochaine étape? Oui, Charles, c'est vrai, nous avons dévié de la question première. Mais cela concernait les changements rapides et la continuation du projet global Covid-19 et grande réinitialisation. Et nous ne voulions pas occulter cela. En tout cas, pour la procédure incidente de Bill Gates, comme Peter l'a dit tout à l'heure, presque tous les défendeurs ont déposé leur réponse à notre assignation. Mais il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas fait. Et c'est William Henry Gates, troisième du nom. Il a contesté la juridiction du tribunal de Leeuwarden dans une procédure incidente. Et il prétend qu'une juridiction néerlandaise n'a pas le droit de le citer à comparaître. Tous les documents fournis par Bill Gates sont téléchargeables sur le site de la fondation Recht op Recht. Donc au nom de nos clients, nous avons fourni au tribunal des éléments de réponse solides à la contestation de Bill Gates. Le tribunal de Leeuwarden a décidé, par un jugement interlocutoire, c'est-à-dire intermédiaire, que les parties devraient se présenter à une audience publique le 18 septembre 2024 afin de débattre oralement de cette procédure incidente. En d'autres mots, Bill Gates est censé comparaître devant le tribunal avec son avocat et tous deux auront l'occasion de présenter oralement leur contestation de la compétence du juge néerlandais. C'est Bill Gates lui-même qui a demandé une telle audience publique. Nos clients ont fait de même et au départ, nous avions demandé 4 heures d'audience afin de prendre la parole. Mais il est devenu clair que ce temps de parole ne nous sera pas donné et le juge veut que l'audience dure seulement 1 heure et demie. Nos clients n'auront donc que ce temps limité pour s'adresser personnellement au juge et lui expliquer comment, entre autres choses, Bill Gates les a trompés et a totalement ruiné leur vie. Par souci de transparence, l'audience est ouverte au public. Tout le monde a le droit d'assister à cette audience publique. L'audience aura lieu le 18 septembre 2024 dans une des salles du tribunal de Leeuwarden, dans la province de la Frise, et elle commencera à 1h moins le quart. Arnaud et Peter, connaissez-vous les articles parus dans de Leeuwarden Courant et dans Dagblad van de het Noorden du 27 juillet 2024 sur votre procédure contre l'État des Pays-Bas et que pensez-vous de ces articles? Oui, Charles, je connais ces articles. Une semaine avant leur publication, j'ai été contacté par 2 journalistes du Leeuwarden Courant. L'un d'eux s'appelle Rutger van der Meij. Ce journaliste m'a posé des questions sur la fondation Recht op Recht. En retour, je lui ai demandé s'il avait lu les documents relatifs à la procédure au fond. Il m'a déclaré qu'il ne les avait pas lus et que cela ne l'intéressait pas. Il était également incapable de me dire quelle était la principale accusation de nos clients dans la procédure principale. Alors je lui ai demandé si les lectrices et les lecteurs de son journal ne pouvaient pas être intéressés par le contenu de ce procès.
Il a répondu qu'il était seulement intéressé par la fondation et par les gens qui y travaillaient. Donc, pour ces raisons, je ne pouvais pas le considérer comme un partenaire de discussion. Je l'ai renvoyé au site internet de Recht op Recht et je n'ai rien ajouté de plus. La conversation téléphonique s'est arrêtée là. Peter, heb jij ook contact gehad met... Et vous, Peter, avez-vous eu un contact avec ce Rutger van der Meij? Non, Charles, je n'ai parlé à aucun des auteurs de ces 2 articles. Néanmoins, je décèle dans la réponse d'Arnaud un signal alarmant concernant l'état du journalisme. Le sujet de ce dossier est volontairement ignoré. Et c'est la personne qu'on vise plutôt que le contenu de son message. En vérité, cela en dit assez. Nos clients souhaiteraient que les médias de grand chemin parlent de leur dossier avec honnêteté et indépendance. C'est pour cela que nos clients nous ont demandé de participer à la conférence de presse que va organiser la fondation Recht op Recht. Elle se déroulera le 18 septembre 2024 et vous trouverez les informations sur notre site internet. Nadere informatie daarover zal op de website van de stichting Recht op Recht verschijnen.